Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Parlons franchement. Mon invité aujourd'hui est M. Pascal Labina Kwaku, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai en face de moi le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le membre du bureau politique du PDCI RDA et l'ancien directeur général des impôts. C'est un peu de tout cela que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, avec bien sûr une large place à vos nouvelles charges ministérielles. Et pour commencer, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Ivoiriens pour vous présenter, Pascal Labina Kwaku? Merci, M. Brouaka Pascal, de l'honneur que vous me faites en m'invitant sur ce plateau prestigieux, j'allais dire. Mais qu'est-ce que je peux dire aux Ivoiriens? Je suis Labina Kwaku Pascal, né dans un petit village dans le département d'Aïm-le-Kro, petit village qui est devenu sous-préfecture par le travail ardu des cadres. Donc, je fais mes études primaires dans ce village, c'est Tanguelan, pour ne pas le nommer. Et donc, j'ai fait mes études primaires dans ce village de 59 à 64, où j'ai eu le CEPE. Après, je suis venu à Abidjan au Collège moderne Voltaire. Ensuite, au Collège moderne des 220 logements, lorsque les filles qui y étaient ont été délocalisées à Sainte-Marie. Et puis enfin, lycée classique, où j'ai eu le bac en 73. Après, bon, j'ai été orienté à l'université d'Abidjan, en fac de droit, de 73 à 77, où j'ai eu la licence en droit public. Et puis, immédiatement, j'ai intégré l'ENA d'abord, à la suite d'un concours, l'ENA d'Abidjan. Et après un an à l'ENA, nous sommes partis à Clermont-Ferrand, à l'École nationale des impôts de Clermont-Ferrand. Très bien. Et puis après, bon, ma carrière professionnelle a commencé. Très bien. On va en parler tout à l'heure. Vous êtes d'une famille de combien d'enfants? Je suis d'une famille de 5 enfants, de ma mère, dont je suis l'aîné. Voilà. Trois garçons, 2 filles. Vous êtes marié, combien d'enfants? Je suis marié, 7 enfants. Bien. En préparant cette émission, j'ai appris que votre fils aîné travaille en France, c'est ça? Oui, mon fils aîné est pharmacien en France, à Paris. Lui, je pourrais dire qu'il est pratiquement français, puisque je l'ai fait partir en France en 1984. Il a fait le CM1 là-bas, il a fait toutes ses études et aujourd'hui il est pharmacien, il a son officine et il est à Paris. Vous avez été aussi pompiste dans votre jeunesse, m'a-t-on dit? Oui, bon. Comment ça s'est passé? Expliquez-nous un peu. Bon, alors, je vois que vous êtes très bien renseigné. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai fait le Collège Voltaire. En 1964, c'est l'année où le ministre Lambert Amontano a fait compter les dents. Et donc, bon, je suis allé à l'école tard, il faut le dire. Et donc, on a compté mes dents. J'avais les 32 dents bien placées. Donc, je n'ai pas pu passer le concours d'entrée en 6e. Et mon directeur d'école, qui n'a pas supporté cette injustice, entre guillemets, parce qu'il semblait dire que nous étions 3 dans cette situation, et on était les 3 majors de la classe. Et donc, il a demandé à mes parents, lui, son niveau ne lui permet plus de redoubler le CM2, donc il faut aller lui payer la 6e. C'est ainsi que je suis venu au Collège Voltaire en 64-65. J'ai fait la 6e et mon chef de classe était Jules Kofi-Yeboah de la radio Côte d'Ivoire. Et on nous disait, dès qu'on est arrivé, bon, nous on venait du village, on nous disait, si vous avez 12 de moyenne,
vous avez une bourse. Donc, bon, j'étais premier de ma classe en 6e avec, je crois, 14,5 de moyenne. Donc, pour moi, à la rentrée, j'aurais une bourse. Et je suis parti en vacances. Or, il fallait faire une demande, c'était un dossier à faire, je ne le savais pas. Un petit villageois, un villageois. Il y avait un dossier à faire. Alors, à la rentrée, je viens pour faire la 5e, je regarde la liste des boursiers, mon nom n'y figure pas. Je vais m'informer, on me dit, mais vous n'avez pas fait une demande de bourse. Je veux m'inscrire pour payer la 5e, on me dit, vous êtes arrivé en retard. Donc me voilà sur le carreau. Et j'avais ma cousine qui était mariée à un gendarme à Mans. Et je suis parti à Mans. Au lieu de retourner au village, ma cousine me dit, bon, tu viens rester avec nous, l'année prochaine, tu reprendras tes études. C'est ainsi que je me suis retrouvé à Mans. Et mon beau-frère, gendarme, la station Agip, pour ne pas faire une publicité, venait de s'ouvrir à Mans. Il m'a mis là-bas comme pompiste. Donc j'ai travaillé à la station pendant 8 mois pour pouvoir économiser de l'argent pour venir payer mes études, reprendre mes études. Au niveau avec la 5e. La 5e. Et je suis revenu payer la 5e à la rentrée qui a suivi. Et là encore, je les ai bombardés. Et là, maintenant, je sais qu'il fallait faire une demande de bourse. C'est ce que j'ai fait. Et à la rentrée, j'étais boursier entier. Et j'ai dit, bon, je ne reste plus à Voltaire. C'est ainsi que j'ai parlé du déménagement des filles. Sainte-Marie, à Cocody. Et donc, on recherchait les élèves qui venaient d'un peu partout, Plateau, Trècheville, pour faire le collège moderne d'Adjamé. C'est ainsi que je me suis retrouvé là. C'est bon à savoir parce que les jeunes, aujourd'hui, quand ils vous regardent comme un ministre, on pense que tout a été rose, alors que ça a été parfois très, très difficile. Merci. Ça ne vous a pas empêché de faire des études supérieures très, très brillantes. Et vous vous êtes entré aux impôts en quelle année? En 78-79, puisque je suis revenu de Clermont-Ferrand en septembre 79. Précisément. Vous avez occupé presque tous les postes j'ai fait, effectivement, j'ai fait poste suprême de directeur général. J'ai fait pratiquement tous les postes. D'abord vérificateur polyvalent pendant 11 ans, ensuite chef du centre des impôts du Plateau, ensuite directeur régional des impôts à Abidjan Nord, directeur des opérations d'assiette, directeur du recouvrement, directeur du cadastre, ensuite 2 fois conseiller technique du directeur général et enfin directeur général. Très bien. Alors, je vais vous poser une question peut-être toute banale. Hein. Quel est le rôle des impôts dans la construction d'un pays? Ah oui, mais écoutez, l'État fonctionne sur les ressources que les impôts, la douane, pour ce qui nous concerne, mettent à sa disposition. Mais l'impôt, c'est un attribut de la souveraineté d'un État. C'est l'État, par l'intermédiaire des députés, qui consent l'impôt, comme on le dit, donc qui crée l'impôt. Donc, à la Direction générale des impôts, nous avons une direction de la législation qui élabore les lois de finances. Vous savez que chaque année, il y a une loi de finances présentée par le ministre de l'économie et des finances, maintenant le ministre du budget. Et cette loi des finances est appuyée ou accompagnée par ce que nous appelons l'annexe fiscale, qui est une annexe à la loi de finances. C'est dans cette annexe fiscale-là que toutes les procédures qui vont gérer l'année fiscale y figurent, c'est-à-dire les nouvelles lois, ce qu'on apporte comme amendement au dispositif existant. Donc l'impôt, c'est la ressource principale d'un pays. Un pays dont les citoyens refusent de payer l'impôt, mais c'est un pays qui est voué je veux dire, au sous-développement perpétuel, éternel, j'allais dire. On entend souvent dire par les citoyens, l'impôt est cher. J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous avez à répondre? L'impôt est cher ou, à votre avis, pas cher? Non, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit « trop d'impôts tue l'impôt », n'est-ce pas?
Et moi, je dis, moins d'impôts tue l'État. Parce que c'est un système qui a été calculé de manière scientifique. Un impôt ne tue pas une entreprise parce que ça n'obère pas sa marge. Mais vous êtes dans un pays, il faut contribuer, c'est une contribution au développement du pays. Vous voyez aujourd'hui ce que le pays est devenu depuis que le président Alassane Ouattara est là, c'est des chantiers un peu partout, mais c'est le produit de l'impôt. Sans ça, comment voulez-vous que l'État fonctionne s'il n'y a pas d'impôt? On ne pourra pas payer les fonctionnaires, on ne pourra engager aucun travail sérieux pour développer le pays. Les infrastructures, c'est avec le produit des impôts. Donc, quand les gens disent non, l'impôt est cher, il est calculé de manière proportionnelle pour faire en sorte que ça ne tue pas l'entrepreneur, ça ne tue pas l'entreprise, mais que ça dégage, disons, un peu, j'allais dire, pour permettre à l'État de vivre. Voilà. Il nous revient que ces structures, l'impôt et puis d'autres, qui jouent un rôle capital dans la construction du pays, sont suivis de très très près par le président de la République. Vous confirmez? Mais bien sûr que je le confirme. Mais parce que, pourquoi cela? Parce que le président de la République, c'est un gestionnaire, c'est un banquier, c'est un financier. Et donc, il sait ce que c'est que l'impôt, il sait comment fonctionnent les services qui sont chargés de collecter cet impôt. Est-ce qu'il est arrivé, Monsieur le ministre, qu'un jour, le président de la République, je ne parle pas des séances de travail formelles, oui, qu'un jour, comme ça, il vous appelle pour dire, Monsieur le directeur général, j'ai les chiffres devant moi, je ne comprends pas très bien, expliquez-moi ceci. Ah oui. Ça arrive? Ah oui, c'est arrivé plusieurs fois. Parce que, comme je le disais, le président de la République, de par sa formation et des fonctions qu'il a eu à occuper, il sait le rôle capital que jouent les ressources publiques, dont les impôts. Et donc, il suit au jour le jour. Moi, quand j'étais directeur général des impôts, tous les jours, je lui communiquais les encaissements, les recouvrements effectués par jour. Et il m'avait fait l'honneur de me donner son adresse. Et quel que soit, il me l'a dit, quel que soit le lieu où il se trouve, il faut que je lui envoie. Même quand il est hors du pays? Même quand il est hors du pays, et c'est ce que je faisais. Et ça continue du reste, parce que c'est un gestionnaire, je l'ai dit, et il le fait avec les impôts, avec la douane et avec le trésor. Et à la fin de la journée, il tire sa balance. J'ai encaissé tant, j'ai dépensé tant, et il suit. Ce n'est pas tous les chefs d'État qui le font. Mais lui, il le fait parce qu'il est formaté pour ça. On entend dire beaucoup de choses sur les impôts. On nous apprend par exemple que les agents des impôts sont mieux lotis que les autres travailleurs, qu'il y a des primes importantes, ce qui fait que beaucoup de travailleurs cherchent à quitter leur poste pour aller aux impôts. Ben, je vais vous dire la vérité, puisqu'on parle franchement, n'est-ce pas? Allez-y. Alors, les agents des impôts sont avant tout des fonctionnaires, mais des fonctionnaires de type particulier, parce qu'ils sont en face, ils manipulent les deniers publics. De ce point de vue... Il y a beaucoup de fonctionnaires qui vont vous dire qu'ils sont des types particuliers. Oui, non, mais je vais y arriver. Mais de ce point de vue, ils ont ce que vous appelez les primes. Mais ça, c'est un phénomène mondial, ça existe partout. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a innové à ce niveau. C'est partout que les agents des régies financières ont des primes. Mais quand vous dites des primes importantes, tout est relatif. Tout est relatif. Alors, je découvre d'ailleurs, à mon arrivée au ministère de la fonction publique, que ce n'est pas seulement les agents des impôts qui ont des primes. Pratiquement tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, selon les secteurs où ils sont, ont des primes. Ont des primes. Et cela me paraît tout à fait normal. Quand un infirmier, il prend une garde ou une infirmière ou un médecin, bon, mais selon, par rapport à sa catégorie, si on lui attribue
une prime, je pense que c'est tout à fait mérité. Donc les primes sont des moyens d'incitation, hein, à faire en sorte que les gens travaillent mieux. Un dernier mot sur les impôts. Pour votre remplacement, le gouvernement veut procéder par appel à candidature. On entend quelques grincements des dents, on lit dans les journaux. Quel est votre avis sur la question? Mais mon avis sur la question, c'est que le président de la République est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. À ce titre, il est le chef de l'administration, de même qu'il est le chef des forces armées, je ne sais pas comment on le dit dans le jargon militaire. Mais donc, le président de la République peut décider de nommer n'importe qui à ce poste de directeur général des impôts, directeur général de la douane, etc., etc. La douane, c'est un cas spécial parce qu'ils ont un statut de militaire. Mais je vais vous dire que dans un pays que je nommerai pas, il est arrivé une année où le directeur général des impôts était un officier supérieur de l'armée, un colonel de l'armée, qui a été nommé comme directeur général des impôts. Donc le président de la République pouvait nommer n'importe qui. Là, il a dit qu'il fait appel à candidature. Je pense que c'est une règle tout à fait normale pour désigner le meilleur d'entre ceux qui postulent à cette fonction. Donc, les grincements des dents, il y a eu même des syndicats qui ont voulu faire qui ont même fait la grève. Le président a instruit le Premier ministre pour recevoir ces syndicats et le Premier ministre a bien voulu nous associer à cette réunion, mais on a été clair, on leur a dit, vous ne pouvez pas vous opposer à une décision qui émane du président de la République. Et puis, le 1er mai, le président de la République a saisi le prétexte de cette fête pour dire, mais vous êtes dans la maison, vous avez une expérience par rapport à quelqu'un, parce que leur problème, pourquoi on a ouvert cet appel à candidature à tout le monde, à la diaspora, etc. Mais le président leur a répondu pour dire, mais vous êtes des praticiens, vous êtes dans la maison, vous avez une compétence avérée, mais vous êtes favorisé par rapport à quelqu'un qui vient, qui ne connaît pas la maison. Donc pourquoi vous vous plaignez? Et je pense qu'après cette mise au point de Monsieur le Président de la République, les choses sont rentrées dans l'ordre et pour ce que je sais, je crois que les auditions sont en train d'être faites et que d'ici quelques moments, bon, je crois qu'on aura l'honneur de connaître le nouveau directeur général des impôts. Alors, on va parler un peu plus tard de votre casquette de ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, mais parlons maintenant de votre casquette politique, membre du bureau politique du PDCI RDA. Très tôt, vous faites partie de ceux qui ont appelé à une candidature unique, la candidature du président Alassane Ouattara. Pourquoi? À mon avis, ça me paraît évident. Ça me paraissait du moins évident. Parce que j'ai fait une analyse politique. Nous sommes dans une alliance. Le RHDP, qui a été créé en 2005 à Paris. Et donc, cette alliance-là est une alliance qui développe ou qui se décline en stratégie politique. Vous vous souvenez qu'il y a eu plusieurs candidats. Et le texte de l'alliance, d'ailleurs, le dit, que chaque parti présentait son candidat et au deuxième tour, on fait bloc autour du mieux placé. Et cette stratégie a marché parce que si on présentait un candidat unique, vous savez ce qui s'est passé, quelqu'un se serait déclaré vainqueur au premier tour et puis c'était fini. Donc la stratégie, c'était de faire en sorte que chaque parti présente son candidat et puis au deuxième tour, parce qu'on voulait contraindre notre adversaire de cette époque-là au deuxième tour. Ce qui a été fait est bien fait. Et lorsque nous nous sommes retrouvés
autour du candidat du RHDP le mieux placé, en l'occurrence le président Alassane. Vous avez vu les résultats. La donne politique a changé. Là, nous sommes, j'allais dire, au pouvoir, le RHDP, et je comprenais difficilement que le gouvernement dont nous sommes membres, le gouvernement conduit par un cadre du PDCI, qu'un cadre du PDCI sorte pour dire que il va être candidat. Alors, je vais aller au fond de ma pensée, Monsieur le ministre. Dans une position comme celle-là, la question que je voulais vous poser, c'est de savoir est-ce qu'on se jette à l'eau pour parler ou bien on est le porte-voix du président du parti? Est-ce qu'on l'écoute? Parce que j'imagine, si vous prenez une telle décision et ce n'est pas partagé par votre président, vous encourez des sanctions. Oui, bien sûr. Mais écoutez, j'ai dit, stratégiquement, moi, je ne voyais pas une autre voie. C'est une analyse personnelle. Mais c'est vrai, comme vous le dites, le président du parti, il faut, quand on est avec des chefs, il faut savoir lire ou regarder. Est-ce que le président du parti vous a parlé? Non. Avant que je ne lance mon idée, le président du parti ne m'avait pas parlé. Mais comme je suis les discours du président du parti, donc j'ai détecté que cette voie-là était... Certains ont dit Abinan défend son poste de DG, d'autres Abinan cherche à être ministre. Non, pas du tout. Je n'ai jamais rêvé un jour que j'allais être ministre. Je n'ai jamais rêvé un jour que j'allais être DG des impôts. J'ai fait 36 ans là-bas. C'est des opportunités et puis la confiance que m'a faite le président Alassane Ouattara de me nommer directeur général des impôts et ensuite qu'il m'a renouvelé cette confiance en me nommant ministre de la fonction publique. Je vous ai même dit au cours d'une interview, mes enfants se sont inscrits pour le concours de l'ENA en décembre. Je ne savais pas que j'allais être ministre et encore moins ministre de la fonction publique. Lorsque je suis arrivé, je leur ai dit, et ils ont compris, que vous ne passerez pas ce concours pour éviter des suspicions. Donc, je ne rêvais pas à être ministre, mais je remercie Monsieur le Président pour l'honneur qu'il a bien voulu me faire en me nommer à ce poste. PDCI, RDA, RDR, UDPCI, UPCI, MFA, tous dans l'Alliance. Aujourd'hui, on va avec le parti unifié. Pour vous, c'est le gage donc, de la conservation du pouvoir par les oufouettistes. Tout à fait. Tout à fait. Dès que les enfants d'Oufouet se retrouvent, le pays est en paix. La stabilité est là. Et c'est cette stabilité que nous voulons consolider le plus longtemps possible pour permettre le développement de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de se tirailler pour effrayer les investisseurs. Donc, nous voulons consolider cette stabilité qui induit indubitablement la première épreuve difficile que vous allez affronter, je parle du parti RHDP, ce sont les législatives de novembre prochain. Oui. Comment y aller, comment investir, parce que j'imagine les investitures seront beaucoup plus disputées, comment investir les meilleurs candidats pour ne pas faire de frustration? Mais je pense que ce problème est tellement important que les deux, ou du moins les présidents des partis composant le RHDP sont en étude au laboratoire pour trouver la meilleure stratégie pour sélectionner qui d'entre les prétendants peut être le porte-étendard pour gagner ces élections pour que le RHDP ait une majorité confortable pour pouvoir mener et soutenir la politique du président de la République. Le professeur Dikaoué a dit que les législatives seront une étape importante du parti unifié. En cela, Amadou Soumaoro est d'accord avec lui. Oui. On a l'impression que le PDCI et le RDR, les deux noyaux forts de ce parti unifié, sont dans une sorte de concurrence. Le PDCI a célébré avec face ses 70 ans. Le RDR a une tournée pour installer ses bases. Chacun dit
mon parti doit être le premier. Il y a une concurrence aujourd'hui entre le PDCI et le RDR? Non, je ne crois pas que c'est une concurrence, c'est plutôt une redynamisation des bases. Et puis, bon, ça crée vraiment une émulation. Ce n'est pas de la concurrence. Quand on est concurrent, on ne va pas ensemble. Hein? Or, là, nous allons ensemble. Mais pour aller ensemble, comme disait le président Senghor, pour aller au rendez-vous du donner et du recevoir, il faut bien partir avec quelque chose. C'est pourquoi chacun s'organise. Mais au finish, hein, on va arriver à ce parti unifié qui sera le gage de la stabilité, encore une fois, de la Côte d'Ivoire et qui va donc conduire, et j'allais dire rendre pérenne la stabilité et le développement en même temps. C'est ce parti-là qui fera en sorte que la Côte d'Ivoire va connaître une croissance exponentielle, parce que tant qu'il y a la stabilité et il y a la paix, le développement suit. Et vous-même, Binan Kokou, parce que là, vous serez candidat à Bengourou, à Nimilekro? À quel poste? Législative non. Et les élections à venir, je suis communal, et puis je suis président du conseil régional. Du conseil régional, par ma fonction, donc j'ai cédé ce poste-là. Bon, on a encore du temps. Les élections régionales, c'est en 2018. D'ici là, je verrai quel sera mon avenir politique. Très bien. Alors, depuis janvier 2016, Binan Kokou Pascal, vous êtes donc ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Peut-être d'abord, quels sont les dossiers brûlants dont vous avez hérité de votre prédécesseur? Vous savez que la dénomination du ministère a changé. C'était le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Le président de la République a bien voulu maintenant changer de dénomination et c'est le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Qu'est-ce qui a changé donc par rapport à ça? Mais ce qui a changé... Avant, c'était un travail de façon un peu archaïque. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je voudrais d'ailleurs profiter de votre antenne pour féliciter et remercier tous mes prédécesseurs qui sont passés avant moi, qui ont fait un travail énorme. La réforme dont on a parlé était quasiment achevée. La réforme est conceptuelle. Maintenant, la modernisation vient pour concrétiser la réforme, rendre pratique, rendre visible. L'administration ivoirienne est une administration qui a fait du chemin, il faut le dire, depuis les ministres qui sont passés, chacun a marqué son époque. Et moi, je suis arrivé pour mettre en pratique les réformes que mes prédécesseurs ont engagées, pour donc moderniser sous la haute autorité de M. le Premier ministre et bien entendu sur l'autorité suprême de M. le Président de la République. Donc les dossiers brûlants, il y en a. Il y a la réforme même du statut général de la fonction publique qui est un projet de longue date que nous allons essayer de remettre au goût du jour. Il y a la gestion automatisée, et c'est en cela qu'on va parler de modernisation, des procédures. Là, il y a un outil merveilleux qui permet de gérer les fonctionnaires aujourd'hui. À partir de mon bureau, je sais ce qui se passe dans pratiquement tous les ministères. Cet outil informatique, c'est le SICFAE, le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je peux savoir de mon bureau quels sont les fonctionnaires qui vont à la retraite cette année, les fonctionnaires qui iront à la retraite l'année prochaine jusqu'en 2040. Le fichier est devenu fiable parce que nous le savons tous, à l'époque, vous allez à la fonction publique, vous arrivez au hall, c'est comme un marché aux puces. Chacun défile, tout le monde défile. Aujourd'hui, les fonctionnaires n'ont plus besoin de se déplacer de leur lieu de travail et ça les sédentarise pour qu'ils
se mettent au travail à leur poste. Ils ont ce que nous appelons l'espace fonctionnaire. À partir de cet espace, partout où ils se trouvent sur le territoire national, ils consultent. J'allais dire, ils suivent au jour le jour sa carrière. Ça, c'est un acquis très important. Au-delà du SIG-FAIE, nous allons arriver au FUR, le fichier unique de référence. Parce que la fonction publique a des différents corps que nous allons, dans le FUR, regrouper tout cela parce que vous avez les administrateurs territoriaux, des diplomates, tout ceci, nous sommes en train de fusionner tous ces corps différents de la fonction publique à partir du SIG-FAIE au FUR, le fichier unique de référence, où tout le monde sera dans ce fichier. L'avantage du SIG-FAIE, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas fabriquer un document comme avant ça se faisait, des arrêtés, des décrets où les gens, par des complicités internes aussi, il faut le dire, les gens falsifiaient les signatures et puis ils s'en vont à la solde, se faire payer ou se faire intégrer à la fonction publique. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Chaque 5 du mois, de mon bureau, je valide la présence effective des fonctionnaires qui ont fait le travail dans le mois et je donne l'ordre à la solde de payer. Sinon, la solde ne paye pas. C'est une fonction publique en pleine modernisation. Hein. Je félicite mes prédécesseurs. Moi, je suis arrivé il n'y a que 3 à 4 mois. Hein. Donc, quel est l'effectif de la fonction publique aujourd'hui? Aujourd'hui, nous pouvons estimer le nombre de fonctionnaires à 180 000 et dont 170 000 qui est marge à la solde et il y a un résidu de 10 000 fonctionnaires qui sont dans des positions de détachement ou de disponibilité, donc qui n'émargent pas à la solde sur le budget de l'État. Ils sont soit dans des structures extérieures ou dans des EPN. Donc, en gros, 180 000 fonctionnaires. La fonction publique, donc, c'est le plus gros pourvoyeur d'emplois dans notre pays. Tout à fait. Quand on est ministre donc, de la fonction publique, j'allais dire d'une telle société, on imagine que le ministre peut donc aider à intégrer quelqu'un. Est-ce que, depuis que vous êtes à ce poste-là, vous êtes sollicité pour favoriser l'entrée de telle ou telle personne, de tel protégé dans l'administration? Non, pas du tout. Bon, le principe d'entrée à la fonction publique, c'est le concours. Et nous venons de lancer le concours depuis mars 2016. Et au moment où je vous parle, il y a plus de 50 000 inscrits. Tout ceci, par le système informatique, se fait en ligne. L'inscription, le paiement des droits, tout se fait en ligne. Donc, il n'y a plus la main humaine dans cette affaire. Donc, on ne peut pas demander ou solliciter le ministre de la fonction publique pour faire rentrer quelqu'un à la fonction publique. C'est vrai que dès que j'ai été nommé, mon premier voyage au village, les parents sont venus, ah oui, mais c'est bien, hein, tu as ton neveu qui est là, tu as ta cousine, etc., ou même des amis. Alors maintenant, maintenant que tu es là, tu vois que ça va aller, tu vas nous aider. J'ai dit, je vais vous aider en quoi? Je ne peux pas vous aider. Le concours, c'est l'enfant qui est devant sa copie. Alors en quoi moi je peux vous aider? Je ne peux pas vous aider. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut longtemps résister à ça sans être taxé de méchant depuis qu'il est là? Il n'aide pas ses frères, voilà, il ne fait rien, pour les gens. Mais on me l'a dit. Hein, dans une conférence de presse, j'ai dit à la presse, on m'a dit, parce que une dame qui disait quelque part que oui, le nouveau ministre de la fonction publique, il semble qu'il est méchant et que, voilà, il est arrivé, il va démanteler
mon réseau. Il ne faut pas qu'il démantèle mon réseau. Donc j'ai dit à la personne qui est... Parce que la personne s'est ouverte à mon épouse, et j'ai dit, bon, par le même canal, il faut qu'on aille lui dire que son réseau est déjà démantelé. Parce que moi, c'est une mission que le président de la République m'a confiée et nous allons faire en sorte que, parce que c'est sur les concours qu'on attendait beaucoup de choses. On a pris de l'argent ici, on a fait ceci et dès que je suis arrivé, première réunion avec mes collaborateurs, j'ai dit voilà ma vision des choses. Le concours, c'est une compétition qui doit être loyale. Parce que si on payait, moi qui vous parle là, je ne serais jamais où je suis. Au moment où je passais le concours d'entrée à l'ENA, c'était pendant les vacances à l'époque, j'étais au campement avec mon père. Quand on nous a convoqués à la radio, et je suis venu, mon père ne savait pas ce que je venais faire à Abidjan. Il n'avait pas d'argent. Comment j'allais faire pour rentrer à l'ENA? Donc c'est ça qu'il faut réinstaurer. Les gens, souvent, accusent les agents de la fonction publique. Des fois même, ils ne sont pas informés. Sur leur dos, on dit de donner ça, 1 million par là, 2 millions. Comme ça, votre enfant va réussir. Des fois même, ils donnent l'argent, l'enfant ne réussit pas. Donc, j'ai dit d'abord à mes collaborateurs, je ne veux pas entendre parler de ça. Si c'est un collaborateur ici qui se rend coupable de cela, je le saurai. Parce que ce que je n'ai pas dit, dans ma carrière fiscale, j'ai été enquêteur pendant près de 10 ans. Donc, je sais aussi mener Inspecteur Colombo. Voilà, je sais aussi mener les enquêtes. Et donc, j'ai dit, si c'est un fonctionnaire et c'est avéré, alors la sanction suprême, c'est la radiation. Si c'est quelqu'un, un anarcheur, et il y a eu déjà des anarcheurs, on le prend, on le met en prison. Il y a un cas que je vais citer. À Bangourou, notre directeur régional nous a saisi que j'aurais signé un arrêté qui met à la disposition de la direction régionale des impôts une dame. Falsifier ma signature, malheureusement, n'a pas su faire comme il le fallait. Et donc, j'ai confié l'affaire à la police à Bangourou. On a saisi la dame qui semble, enfin, qui est désignée par ce faux arrêté, et elle va désigner la personne à qui elle a donné de l'argent pour avoir ce papier. Et ce sera la prison. Parce que moi, ce que je veux pour la fonction publique, il faut que cette fonction publique inspire confiance aux Ivoiriens. Ce n'est pas un ministère de la ponction publique. On n'est pas là pour ponctionner de l'argent aux gens. C'est un ministère de la fonction, donner de la fonction à ceux qui sont les plus méritants. Donc c'est un point d'honneur que nous mettons et Dieu merci, je pense que le message est passé, en tout cas avec mes collaborateurs. Nous sommes sur la même longueur d'onde et nous allons essayer d'extirper de ce réseau-là les gens qui s'enrichissent sur le dos de l'administration en suant la réputation de l'administration. Vos prédécesseurs ont souvent parlé de fonctionnaires fictifs, oui, en référence aux différents recensements. Qu'en est-il aujourd'hui, Monsieur le ministre? Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que nul n'est parfait, ou j'allais dire rien n'est parfait. Mais aujourd'hui, il est difficile de parler ou de trouver des fonctionnaires fictifs. Je vous ai parlé du SIC Fayeux. Hein? À la suite de la mise en place de ces SIC Fayeux, il y a le ministre Niamien Konan, qui est un de mes prédécesseurs, a fait en sorte qu'il y ait des directeurs des ressources humaines dans chaque ministère. Et le SIC Fayeux est déployé dans chaque ministère. On est même connecté avec beaucoup d'autres structures à l'intérieur du pays. Donc avec cela, et j'ai reçu tous les directeurs des ressources humaines de tous les ministères il y a 2 semaines.
pour les mettre devant leurs responsabilités. C'est eux qui doivent veiller au jour le jour, contrôler la présence effective des fonctionnaires et agents de l'État à leur poste. D'ailleurs, nous allons lancer un contrôle informatisé à partir de ces directeurs des ressources humaines des ministères pour que chaque jour que Dieu fait... Donc l'absentéisme et l'abandon de poste... L'abandon de poste. Tout ça, ce seront des choses maîtrisées. Maîtrisées, totalement maîtrisées. On a des cas, on a décelé des cas. Une dame qui était dans une structure que je nommerai pas, collectivité territoriale, qui est partie en France depuis 2 ans, qui continue d'émarger sur le budget de l'État. Au cours d'un contrôle, nous avons découvert cela et nous avons l'adresse exacte de cette dame qui est en France. Et ça fait combien d'années qu'elle est partie? Elle est partie il y a 2 ans. Elle a perçu déjà 8 millions de salaires indûment perçus. Donc la première mesure, c'est d'arrêter l'hémorragie, de suspendre ce salaire et de traduire cette dame devant le conseil de discipline. Bon, la décision qui va sortir, ça pourrait être sa radiation. On a lancé un ordre de recette pour que les sommes indûment perçues soient restituées. Il y a encore un autre cas, un professeur d'enseignement secondaire qui a quitté son établissement public et qui exerce dans un établissement privé en Côte d'Ivoire ici, j'allais même dire à Abidjan, depuis pratiquement près de 5 ans. Et ça, c'est par le contrôle du CIFAE que nous avons découvert cela. Vous voyez. Donc maintenant, c'est difficile de parler des fonctionnaires fictifs. Mais je dis tout système peut avoir des failles. C'est pourquoi nous allons perfectionner ce CIFAE. J'ai dit qu'on va arriver au FUR, le fichier unique de référence. Tout ça pour extirper, élaguer tous ces comportements qui nuisent à la réputation de l'administration publique. On dénonce souvent le nombre pléthorique de fonctionnaires, alors qu'à l'intérieur du pays, dans certaines localités, il y a manque de personnel. Oui. Comment se font la programmation, le contrôle des effectifs? En fait, il n'y a pas de nombre pléthorique de fonctionnaires. C'est une répartition géospatiale qui est mal faite. Pratiquement, et j'ai constaté, je viens d'une mission au Gabon où j'avais une conférence à faire sur les ressources humaines dans l'administration publique. Mon collègue gabonais, ministre de la fonction publique, qui était avec moi à cette table ronde, a les mêmes problèmes. C'est la répartition géospatiale qui est mal faite. C'est autour des grandes villes que tous les fonctionnaires se retrouvent, ce qui est anormal. On a l'impression qu'il y a un sureffectif, alors que ce n'est pas vrai. Et puis, il faut en convenir que dans certains secteurs, beaucoup de fonctionnaires ne font pas le travail, ce pourquoi ils sont payés. Ils sont dans soit des cabinets ministériels, je vais les nommer, bon, je suis au regret de le dire, les enseignants, beaucoup sont dans des cabinets ministériels, ils sont dans d'autres fonctions autres que la fonction d'enseignant, ils sont dans les syndicats. Et en ce moment-là, il y a une pénurie d'enseignants, vous le savez tous, dans les villages comme dans les collèges et lycées. Nous sommes obligés de recruter. S'il y avait une pléthore de fonctionnaires, on n'aurait pas besoin de recruter. Aujourd'hui, les concours sont ouverts, je l'ai dit. Nous sommes à plus de 50 000 candidats inscrits. Notre prévision, ça va tourner autour de 100 000 candidats. Mais sur ces 100 000 candidats, combien on va retenir? C'est 8 321 postes budgétaires qui sont ouverts parce qu'on ne lance pas le recrutement comme ça. C'est par rapport aux besoins exprimés
par chaque ministère que nous lançons les concours et que les postes budgétaires qui sont ouverts sont satisfaits. Donc il n'y a pas de pléthore, mais ça, c'est notre rôle de faire en sorte qu'il y ait une répartition équilibrée au niveau géospatial. Et nous allons nous atteler à cela. Et vous venez d'effectuer une mission au Canada, oui, dans le cadre de la modernisation de l'administration. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez retenu dans cette visite et en quoi cela peut nous aider? Bien, alors le Canada est l'un des pays dont l'administration est la plus moderne. Je parle du Canada en tant que pays, mais je voudrais parler de la province du Québec, francophone. Et nous y sommes allés, on a été reçus par les plus hautes autorités, on a été reçus par la direction générale de l'École nationale d'administration publique du Canada. Nous sommes en partenariat, l'ENA de Côte d'Ivoire, nous sommes en partenariat avec l'ENAP du Québec et ils ont décidé de nous appuyer. Il y a une convention qui lie l'ENA donc à l'ENAP, mais de par ma présence là-bas, les responsables ont souhaité élargir, aller au-delà de cette convention qui existe déjà, où des spécialistes viennent ici à l'ENA pour évaluer, parce que l'ENA elle-même va être restructurée dans son organisation, dans son fonctionnement, et donc avec l'appui du Québec, je crois que nous allons réformer totalement l'École nationale de l'administration de manière prosaïque, j'allais dire. La modernisation de notre administration qui est en marche va consister à la dématérialisation des procédures, ce que nous appelons e-démarche, et qui va connaître, j'allais dire, son dénouement d'ici fin juin pour une partie, parce qu'on a sélectionné près de 40 procédures avec des ministères, 4 ministères pilotes, que cela va se faire d'ici la fin de cette année. Et puis, au fur et à mesure, toutes les procédures administratives vont faire l'objet de dématérialisation. Et maintenant, je dis, déjà un fonctionnaire qui est à l'intérieur, il a son espace, il n'a pas besoin de se déplacer ici, mais il va arriver un moment où tout va se faire en ligne, tout va se faire par Internet, et le fonctionnaire, double avantage, le fonctionnaire ne se déplace pas, il est à son poste. C'est dans ce sens-là que, pour revenir au concours, nous avons décidé de décentraliser les concours. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que tout se faisait à Abidjan. Vous voyez, un fonctionnaire qui est à Odiéné ou à Mans ou ailleurs est obligé de venir à Abidjan, déposer son dossier, ensuite faire sa visite médicale à Abidjan. Et quelqu'un me disait en dérision, il dit, il fallait se lever, je ne sais pas, à 2 heures du matin, aller mettre un caillou pour réserver sa place. Mais le caillou, quelqu'un arrive et il le bouge. Donc, compte tenu de tout cela... Ça fait beaucoup de tracasseries, et donc il faut... Évidemment, mais au moment où le fonctionnaire est ici pour faire toutes ces démarches, il n'est pas à son poste. Quand il vient d'Odiéné, il prend le cas, il a 2 jours pour venir, 2 jours pour partir. La semaine, c'est 5 jours ouvrables. Donc, ça dit que c'est une semaine perdue, et nous avons décentralisé dans les 7 premières régions du pays cette année pour faire l'expérience, et l'année prochaine, au fur et à mesure, nous allons décentraliser à chaque chef-lieu de région.
les contrôles médicaux se font là. En tout cas, cette décentralisation est saluée par beaucoup de candidats qui trouvent que c'est une excellente chose. C'est tant mieux. On se demande d'ailleurs pourquoi on a mis tout ce temps à le faire. Mais il y a un point qui continue de susciter des grincements des dents, c'est la visite médicale qui se fait en amont pour tous les candidats. Et ça, ils sont nombreux à dénoncer cela. Je souhaiterais que cette visite médicale soit réservée uniquement aux admissibles, en sachant bien que sur tous ces candidats, il n'y a que quelques-uns qui vont réussir. Je vais y arriver, mais avant, je voudrais dire que même pour les concours, j'ai parlé de la décentralisation, mais on a aussi baissé les coûts des frais d'inscription au concours, qui étaient de 27 500, on est passé à 23 000. Et petit à petit, on va essayer de réduire certains surcoûts qui, à mon avis, ne sont pas nécessaires. Donc, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, la visite médicale. Bon, c'est vrai que pour être fonctionnaire, il faut être en très bonne santé. Bon, c'est une préoccupation que vous exprimez. C'est maintenant que nous entendons parler. Bon, ben, avec mes collaborateurs, nous allons étudier la possibilité. S'il faut réserver la visite médicale comme ça se fait dans d'autres concours aux admissibles, bon, ben, on le fera. On le fera. Alors, est-ce vrai, Monsieur le ministre, que vous exigez que les inspecteurs fonctionnaires soient chefs de service ou sous-directeurs pour passer le concours exceptionnel? De quoi? Quel concours? Il y a beaucoup de concours à l'intérieur de la fonction publique. On dit que pour être passé d'inspecteur à administrateur, il y a un concours. Et aujourd'hui, vous exigez qu'on soit chef de service ou sous-directeur? Non, mais je ne sais pas, il y a un peu de confusion. D'abord, il y a le concours des inspecteurs primaires et préscolaires. Je ne sais pas si c'est de cela. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Donc, c'est le concours pour passer du grade A4, A5, A6 et A7. Exactement. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Et quand on est inspecteur, qu'on n'est pas chef de service ou sous-directeur, on ne peut pas y participer. Est-ce que c'est le cas? Non, attention. C'est un concours. Mais ce concours respecte des critères. Parce que les gens ont tendance à croire que le critère fondamental, c'est l'ancienneté. On dit qu'il faut avoir 10 ans. Si vous êtes administrateur des services financiers, vous avez 10 ans d'ancienneté. Alors, du coup, du grade A4, on doit vous passer au grade A5. Ça ne se fait pas comme ça. C'est un concours. Il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent votre cursus, j'allais dire, professionnel est pris en compte. Si vous êtes en A4 et que vous avez été noté par votre supérieur hiérarchique parce que vous ne travaillez pas, il est évident que vous ne pouvez pas aspirer à passer en A5, ainsi de suite. Donc, il y a l'ancienneté, mais ce n'est pas le critère fondamental. Il y a le travail qui est noté. Chaque année, les fonctionnaires sont notés. Il y a même le comportement, la manière de servir. Tout ça qui est pris en compte pour la promotion. C'est un concours de promotion interne. Voilà. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Et les fonctionnaires pensent que, parce que j'ai fait 15 ans dans mon grade, automatiquement, je dois passer au grade supérieur. Ce n'est pas comme ça. Alors, le reclassement qui a été opéré aussi, des grades A4 à A5, A6 et 7, m'a-t-on dit, a créé beaucoup d'injustices. En quoi ça a créé des injustices? Mais justement, l'injustice est créée dans la tête des gens. C'est dans leur esprit. Parce que quelqu'un qui pense qu'il a fait 10 ans ou 15 ans dans son grade et qui n'est pas promu au grade supérieur, alors qu'il voit son ami qui lui peut-être a fait 10 ans au lieu de 15, qui est promu, il parle d'injustice. Mais ils n'ont pas eu le même parcours. Est-ce que tous ces éléments qui concourent donc à apprécier le travail, à apprécier donc ces reclassements sont des éléments transparents, connus de tous? Mais bien sûr, nous sommes tous des fonctionnaires. Chaque année, nos supérieurs hiérarchiques nous notent avec des appréciations.
Et ça est dans le dossier. Et ce concours de promotion-là, c'est une étude sur le dossier des uns et des autres. Voilà. Donc, il n'y a pas d'injustice. Celui qui n'a pas été promu pour tel ou tel cas, c'est lui qui pense que c'est de l'injustice parce qu'il voit son ami qui est venu peut-être 1 ou 2 ans après lui, qui a été promu. Mais s'il est travailleur, assidu, et a un comportement correct, ben, évidemment, il va être promu sur étude de dossier. Donc voilà le problème tel qu'il est posé. Vous avez rencontré récemment les fonctionnaires pour parler de la réforme de la pension. Quel est le fond donc, de cette réforme qui semble susciter quelques incompréhensions? La réforme de la pension des fonctionnaires est gérée par la SEGRAE, IPS SEGRAE. Justement, à cette réunion avec les syndicats, la plateforme des syndicats des fonctionnaires, j'ai invité le directeur général de la SEGRAE qui a expliqué avec des exemples à l'appui que le fonctionnaire n'est pas lésé du tout. Parce que la nouvelle, donc l'ordonnance qui a fait la réforme, a bien spécifié les choses. Autant on partait à la retraite, il y a eu des années même où à 30 ans vous partez à la retraite, un peu plus tôt, la réforme a fait qu'on part un peu plus tard. Donc il a démontré, chiffre à l'appui, on cotise donc que, un peu plus longtemps. Voilà, on cotise un peu plus longtemps. Bon, c'est vrai, tel qu'il a dit, les premiers qui sont partis ont eu une pension un peu plus... Mais parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui étaient pris en compte alors qu'ils ne devraient pas être pris en compte dans la détermination de la pension. Hein, les indemnités, les allocations familiales, etc. Et à l'époque même, on faisait une bonification par nombre d'enfants supplémentaires et tout ça c'était pris en compte. Maintenant, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce que le système tel qu'il est institué aujourd'hui par la réforme, c'est un système qui va durer dans le temps. Vous savez, toutes les caisses de retraite, pour la plupart des pays qui n'ont pas eu le courage de faire la réforme, toutes ces caisses-là sont déficitaires, que ce soit en France ou dans d'autres pays africains, où on arrive à un moment où on n'arrive même plus à payer la pension. Au lieu de payer la pension, au mois, vous attendez peut-être 1 an, 2 ans pour certains. Aujourd'hui, avec la réforme, le fonctionnaire, dès qu'il est mis à la retraite et que son salaire est, j'allais dire, sous contrôle, est arrêté, immédiatement, le mois qui suit, il a sa pension. Il a sa pension parce que la réforme a permis à la SEGRAE d'être liquide, d'avoir les moyens. Donc, qu'est-ce que nous voulons? Nous ne voulons pas des fonctionnaires retraités qui traînent, qui courent partout. On entend souvent des ex-fonctionnaires et agents de l'État à la retraite dire on a travaillé, on a servi le pays, aujourd'hui c'est difficile pour nous. Donc vous êtes en train de nous dire, voilà, le gouvernement fait tout pour que leur retraite soit absolument payée le plus rapidement possible. Voilà, pour que le fonctionnaire n'ait pas de difficultés. Le fonctionnaire à la retraite n'ait pas de difficultés. Il a peut-être des loyers à payer et tout. S'il met 6 mois avant de toucher sa pension, comment il fait? Quelqu'un qui avait un salaire régulier chaque mois, mais c'est une vie de débauche, j'ai dit, de misère. C'est ce que le gouvernement a corrigé avec la nouvelle réforme qui fait que le fonctionnaire, quand il sort du fichier, il ne se rend même pas compte parce que sa pension est immédiatement payée, ça prend le relais de son salaire. Voilà. Monsieur le ministre, nous allons allègrement vers la fin de cette émission. Il doit nous rester moins de 5 minutes. Le président de la République a fixé très clairement le cap. Hein, c'est l'émergence à l'horizon 2020. Qu'est-ce que vous attendez donc du fonctionnaire ivoirien pour prendre part à cet objectif fixé par le chef de l'État? L'administration ivoirienne a une part prépondérante dans cette avancée vers l'émergence.
Le fonctionnaire ivoirien doit être conscient de ce qu'il a un travail à faire pour faire avancer le pays. Il doit être à son poste, à l'heure. Et quand il est là, ce n'est pas pour lire les journaux, il est là pour travailler. C'est une chaîne. Si vous êtes là et que vous ne jouez pas votre rôle, mais vous grippez la machine. Le président de la République a fixé le cap. Mais pour y aller, il faut un fonctionnaire nouveau, comme il le dit lui-même, l'Ivoirien nouveau, c'est aussi un fonctionnaire nouveau qui a changé de mentalité. Parce que moi, quand j'entendais que les fonctionnaires ne travaillent pas, ils sont payés à ne rien faire. Et de toutes les façons qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas, ils seront payés. Pour moi, c'est une insulte. Le fonctionnaire, il a fait des études, il a un rôle à jouer, il doit travailler pour mériter son salaire et pour participer au développement du pays. C'est ce fonctionnaire nouveau que je souhaite. L'administration doit être une administration crédible qui inspire confiance aux usagers. C'est une fonction publique. Nous rendons un service public. Et de ce point de vue, nous avons mis en place l'OSEP, l'Observatoire des services publics, qui est un organe tripartite qui va être composé de l'administration, du secteur privé et de la société civile. Parce qu'il y a certains fonctionnaires qui se croient des roitelets. Donc il y a l'abus d'autorité. Et tout ça, l'OSEP, tous les usagers vont pouvoir saisir cet observatoire pour dénoncer le comportement répréhensible des fonctionnaires. Et en ce moment-là, c'est une structure d'éveil et de surveillance. Parce que, comme j'ai dit, le fonctionnaire doit rendre l'administration crédible aux yeux des usagers. Quelqu'un qui arrive dans nos services, il doit être reçu avec les honneurs, j'allais dire. Parce que, et justement, vous avez dit, je viens du Canada, les usagers sont appelés des clients. Et comme l'adage le dit, le client, il est roi, il doit être reçu avec les honneurs dus à son rang. C'est là l'usager du service public. C'est ce que nous voulons pour l'administration ivoirienne, pour participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Ça va être votre conclusion, à moins que vous ayez un dernier mot. Je vous accorde 1 minute pour votre conclusion. Bon, ma conclusion, c'est d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez pour parler un peu de ce que nous allons faire au niveau du ministère de la fonction publique et de la modernisation. Et je voudrais appeler l'attention des fonctionnaires, qu'il faut qu'ils changent de mentalité. Le pays évolue. La Côte d'Ivoire est citée en exemple au niveau de la région, et j'allais même dire au niveau du monde. Cette administration qui était totalement délabrée à la suite de la crise post-électorale s'est relevée. Ce pays s'est relevé grâce au président de la République. Il faut que l'administration publique appuie cette vision du président de la République pour qu'on ait une administration crédible, une administration compétitive. Les jeunes gens qui arrivent avec les diplômes bien formés, mais si l'administration ne s'adapte pas, mais ils vont être débauchés. Et ce n'est pas ce que je souhaite. Donc, on n'a pas eu le temps d'aborder tous ces aspects. Il y a la formation continue, il y a le renforcement des capacités, il y a des structures que nous avons mises en place qui vont s'occuper de tout cela pour que le fonctionnaire ivoirien soit à la pointe des standards internationaux. C'est ça notre vision, c'est ça notre ambition. Et avant de conclure, je voudrais saluer donc l'importante délégation des directeurs généraux et directeurs centraux qui vous ont accompagnés dans ce studio et vous remercier d'avoir répondu à nos questions. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous.
C'était donc Parlons franchement avec M. Pascal Abinakwakou, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission et bonne suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bonsoir.